Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une remarque à chaud, une question qui vous vient ? Et sinon, je peux lancer la discussion. Sur cette question, finalement, alors vous parlez de démocratie sanitaire. Est-ce que c'est de la démocratisation ? Je ne sais pas si le débat se pose. Dans le secteur culturel, on parle de démocratie culturelle quand tout le monde a accès à la culture. On parle de démocratisation culturelle quand tout le monde peut être acteur de la culture et monter sur scène, finalement. Donc j'ai envie un petit peu de questionner là-dessus, sur à quel point on est acteur de la recherche clinique lorsqu'on est patient. La phrase que je fais pour vous faire réagir, c'est en très très grande majorité, les patients voient du sens et ont envie d'être acteurs de la recherche clinique. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ça ? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord du tout. Je vous le refais. En très grande majorité, les patients ont envie, voient du sens à être acteurs de la recherche clinique, tel que ça vient d'être présenté. Alors on a du complètement d'accord, j'ai du bleu là-bas, du jaune. Donc on a quand même une très grande majorité de complètement d'accord ou de plutôt d'accord. Madame, est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes plutôt pas d'accord ? Je crois que vous êtes en bleu. Non, je ne pense pas que tout le monde se sente concerné. Non, c'est un avis personnel. Et puis là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentants d'associations. Et on est plutôt, moi j'appelle ça, les psychologues appellent ça des actifs et moi j'appelle ça des énervés. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, qui subissent un peu et qui ne vont pas se poser plus de questions. C'est mon opinion, c'est ma vision. Mais qui subissent ou qui bénéficient, parce qu'on peut imaginer finalement plusieurs niveaux de participation. Le mot est mal employé, mais voilà. Qui bénéficient sans forcément vouloir devenir acteurs, donner leurs données, etc. C'est ça ? Voilà. Ok ? Ça fait réagir quelques-uns ? Je peux faire un commentaire là-dessus ? Je vous en prie. Je trouve que c'est vachement intéressant ce que vous dites, madame, parce qu'effectivement, dans une consultation essai précoce, qui est quand même un truc un peu particulier peut-être dans la recherche, il y a un certain nombre de patients qui viennent sans véritablement savoir, entre guillemets, à quelle sauce on va leur proposer d'être mangés. Et quand on leur dit, bon, bah écoutez, nous, vous voyez, vous avez eu des chimiothérapies qui ont été testées sur plusieurs milliers de patients, et puis nous, là, on vous propose d'essayer un médicament où vous pouvez être quelque part entre le premier et le 100e malade à tester le médicament. Et là, il y a 20%, je dirais, des patients qui vous disent, je n'avais pas compris que c'était aussi expérimental. Docteur, je ne veux pas être cobaye, laissez-moi repartir. Et c'est tout à fait OK, en fait. Là, il y a aussi une proportion de patients où après avoir discuté, ils ne sont pas trop sûrs, ils sont avec leurs enfants qui leur disent, mais si, c'est super, j'ai lu l'immunothérapie, ça marche grave dans les trucs, faut que tu l'aies. Et ils sont là, je le sens pas. Et moi, je leur dis, mais vous savez, c'est vous qui allez avoir les perfusions, c'est vous qui allez avoir les biopsies, c'est vous qui allez venir toutes les 5 minutes s'il y a besoin de venir toutes les 5 minutes. Donc, si vous le sentez pas, le faites pas. Et des fois, ça les libère finalement d'avoir ce truc-là. Donc, effectivement, il y a des patients qui veulent pas être acteurs de ce truc-là, qui veulent pas participer à la recherche, ça les stresse plus qu'autre chose. Ouais. Une autre remarque, ceux qui étaient plutôt complètement d'accord avec l'affirmation que, en grande majorité, tout le monde veut être acteur. Madame ? Quand on n'a plus rien à faire pour nous, on est bien content, on aimerait bien justement, et puis qu'on nous refuse. Ça, c'est pire encore. Voilà. L'immunothérapie, moi, ça m'aurait bien plu. Mais bon, voilà. Je crois qu'il y a un point qui est très important et qui a été d'ailleurs souligné plusieurs fois, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'un patient peut sortir à tout moment d'une étude clinique sans avoir à se justifier. Et comme vous avez vu, les chercheurs, les cliniciens sont parfaitement à l'aise avec ça. C'est très important de rappeler ça. Ce n'est pas un engagement contractuel, en rien. C'est juste un échange d'informations, décider de faire un chemin ensemble, et on se quitte quand on veut. Et ça doit rassurer les gens aussi. Moi, je le mets très en avant quand je parle de recherche clinique, ce point-là. Parce que c'est ce qui permet aussi aux gens de s'engager un peu, de savoir qu'ils peuvent se dégager, et sans avoir à chercher un argument. Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Non, voilà.
Donc, il faut être très clair là-dessus. Et il faut le dire aux patients. Vous pouvez le faire, et si vous le faites, ça ne changera rien au rapport. Si on est le praticien habituel du patient, ça veut dire qu'on ira le voir. Si on est un praticien qui a été vu uniquement pour cette approche, évidemment, on ne le verra plus. Mais ça, c'est un point très important qui est très haut dans les critères éthiques et qu'il faut rappeler sans arrêt. Il n'y a pas de rapport contractuel, il n'y a pas d'engagement. Il y a simplement une information pour aller ensemble. Peut-être un avant-dernier sujet, on verra s'il y en a un dernier sur la carte. De manière transversale à la première session et à la deuxième session avec vous trois messieurs, je crois que sur la question de l'accès à tout ça, on n'a pas parlé de fracture numérique. Et plusieurs fois, vous avez parlé des données numériques, d'Internet, de staff à distance, de finalement comment est-ce qu'on protège ces données, etc., etc. Et moi, je me pose une question, mais vraiment naïvement aussi, c'est sur les limites techniques informatiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sur un nouveau facteur d'inégalité en ayant finalement toutes ces données techniques, informatiques, etc., pour une certaine partie d'une population qui n'est pas forcément à l'aise avec ces outils, avec le fait de gérer des données à distance, d'avoir des données personnelles qui sont sur des clouds, dans des programmes de recherche, etc. Donc je vais le faire sous forme d'une affirmation, vous vous positionnez librement. C'est la question de l'informatique, des données à distance, des choses comme ça, c'est un frein pour certaines personnes pour vraiment être acteurs de ces programmes. Est-ce que vous êtes complètement d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord du tout? Je le refais. L'accès à l'informatique, aux questions techniques, aux données à distance, les choses comme ça, c'est un frein pour certaines personnes pour être vraiment acteurs dans un cadre de démocratie sanitaire. On a du vert, on a du jaune, ce sera la dernière fois que je vous embête avec les abacs, si ça peut encourager à lever les abacs encore une fois. On a beaucoup de gens qui sont d'accord avec cette affirmation. Madame, vous n'êtes pas d'accord du tout, est-ce qu'on peut vous donner un micro ? La question c'est, est-ce que finalement le fait qu'on travaille beaucoup sur des données numériques, des choses à distance, ça peut aussi être un frein? On n'est plus forcément que sur de la relation humaine dans un cabinet avec le médecin, le patient. On peut être sur des choses qui sont du numérique, etc. Alors, moi, je pense que ce n'est pas un frein quand on est patient et qu'à un moment, on nous demande si on veut participer à un essai clinique. Moi, personnellement, on m'a posé la question, je venais d'apprendre le diagnostic et tout de suite, j'ai répondu oui, je suis d'accord, en me disant, mais si c'est ma chance de ne pas passer à côté d'un truc qui va être découvert pendant que je serai en traitement, bien évidemment que je suis d'accord pour faire partie d'un essai clinique, bien évidemment que je m'en fous, que ce soit sur informatique et ailleurs. Je crois aussi que tout dépend comment c'est annoncé au patient et à quel moment dans sa maladie elle se situe. Parce que quand on m'a posé cette question, j'ai dit un oui spontané, sans savoir effectivement tout ce que j'ai appris cet après-midi, et c'est 5 ans après. Merci pour ce témoignage. Est-ce que dans ceux qui étaient complètement d'accord avec l'affirmation, il y en a qui veulent réagir? L'idée de la fracture numérique, de peut-être des freins sur la question de l'accès aux techniques, aux technologies? Du coup, je vous propose, si vous voulez bien, de répondre à ça. Est-ce que c'est un frein, cette question des données, du travail à distance, du suivi à distance? Les big data, les patients, ils rentrent dans des études, mais ce n'est pas eux qui sont concernés par rentrer leurs données. Donc je ne pense pas qu'il y ait de frein important à quelqu'un qui ne connaît pas bien l'informatique. En gros, je ne pense pas que ça freine pour qu'il soit rentré dans une étude, parce que c'est pris en charge, ça. C'est pas... Donc ce n'est pas le patient qui est acteur vraiment de ça. On lui donne accès, mais... C'est vrai que ce n'est pas vraiment un frein. Alors de temps en temps, on a quand même quelques difficultés. Ce qu'on appelle les PRO, les Patient Reported Outcomes, c'est-à-dire tout ce qui est questionnaire de qualité de vie, questionnaire de douleur, etc., ça tend de plus en plus à être sur tablette. Et c'est vrai qu'avec certains patients, ça pose problème parce qu'ils découvrent la tablette avec le questionnaire. Donc, mais bon, c'est vraiment assez modeste. Des fois, on imprime le questionnaire et puis on leur fait remplir en version papier. Merci. Oui, je pense qu'effectivement, dans les années qui viennent, la manipulation de ces objets est quand même très très diffuse et les auto-questionnaires vont passer par là de plus en plus. C'est ce que j'ai évoqué et c'est aussi le moyen de les avoir à long terme, de les avoir de manière fréquente, etc. Je crois que c'est un élément important de l'évolution. Voilà. Ça ne devrait pas être une fracture, mais c'est une difficulté qu'il faut dépasser, oui. Proposition de prise de notes de mes collègues, essai clinique 5 branches,
Les grands principes, on en a parlé tout à l'heure. La question de l'éthique, on en a parlé aussi. La coopération patient-chercheur. Le chercheur a besoin de ses patients. Le patient doit être ou peut être, on pourrait en discuter, volontariste, proactif, suivi sur plusieurs années, informé, consentant tout au long du processus. Vous avez rappelé aussi qu'il pouvait sortir de démarches de recherche à tout moment. La coopération pour aussi assembler les nombreuses données, auto-questionnaires, surveillance, veille sur les nouvelles technologies, demande de personnalisation des traitements. On a parlé aussi des essais précoces tout au long de cette table ronde, et puis la question de sur qui, randomisation, patients informés, etc. Donc ça, c'est une tentative finalement de prise de notes de ce qui a été vu pendant 1 heure. Est-ce qu'avec ça sous les yeux, ça vous fait réagir? Vous avez envie de poser une dernière question, de faire une dernière remarque? Madame? Est-ce qu'il y aura, suite à cette prise de parole, une autre prise de parole? Moi, je voudrais poser une question par rapport à cette coopération patient-chercheur ou patient monde médical. Que pensez-vous de la formation universitaire des patients experts qui est en train de se mettre en place sur Paris, Marseille et Grenoble actuellement? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots pour que, quand on ne connaît pas le principe, on comprenne? Ne l'ayant pas fait personnellement, je ne connais pas plus que ça, mais je sais qu'il y a un certificat universitaire qui part du principe que tout patient qui est atteint d'une maladie chronique, quelle que soit la maladie chronique, a une connaissance déjà du dialecte médical autour de sa pathologie, des traitements, évidemment des effets secondaires, et que cet enrichissement qu'il peut avoir par rapport à sa maladie, du fait de l'avoir vécu, peut être un atout dans le dialogue entre le monde médical et de nouveaux patients qui arrivent dans cette pathologie-là, et que ça puisse être un atout supplémentaire dans une équipe pour pouvoir dialoguer et rapprocher soignants-soignés. Messieurs? Oui, j'ai effectivement entendu parler de cela, et je crois que vous l'expliquez très bien. Je pense que c'est une chose qui est vraiment importante et qui rentre un peu dans ce que j'entendais par démocratie sanitaire. On a besoin des patients. Prenons un exemple. Les familles qui sont atteintes d'une maladie rare connaissent cette maladie 100 fois mieux que leur médecin généraliste. C'est absolument connu. Même la mucoviscidose, qui n'est pas une maladie rare, est dans cette situation-là par rapport, je dirais, aux praticiens de première ligne qui sont autour de ces familles. Donc le niveau de connaissance que peuvent atteindre une famille grâce aux informations qu'ils peuvent tirer d'Internet, au dialogue avec des médecins plus ou moins spécialisés et à leur vécu, c'est une richesse fantastique. Et l'idée de pouvoir la récupérer, l'utiliser et de pouvoir la partager, c'est un progrès énorme qui n'aurait pas été imaginable autrefois, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens peut-être de communication qui permettent cela. Mais aujourd'hui, ça me paraît possible. Je crois que c'est très très important. Et si vous permettez, je voudrais aborder une question qui n'a pas du tout été abordée aujourd'hui. On a parlé beaucoup des essais cliniques classiques. On a évoqué le fait qu'ils ne vont pas assez vite. Aujourd'hui, on a une masse de connaissances sur des tas de choses. Ces connaissances, aucun cerveau humain n'est capable de les maîtriser. Il existe néanmoins des outils informatiques. Alors vous pouvez appeler ça intelligence artificielle, vous pouvez appeler ça modèle de maladie, vous pouvez appeler ça modèle de patient. Mais n'empêche qu'il y a des groupes de chercheurs qui travaillent sur des méthodes d'intégration à très large échelle des connaissances. Et on peut arriver aujourd'hui à faire par ordinateur des études préliminaires qui permettent de tester des hypothèses cliniques. Et on peut faire presque de véritables essais cliniques par ordinateur. Alors, ce n'est pas facile dans tous les domaines, mais il y a des domaines qui s'y prêtent mieux que d'autres, et notamment ma spécialité. On peut, sur le scanner d'un patient, tester 1000 plans de traitement de radiothérapie différents. C'est le même patient. Nous n'avons plus le problème de la variabilité du patient par rapport à une hypothèse thérapeutique différente. Ça, c'est très puissant sur le plan statistique. Donc il est possible, dans certains domaines, de faire de véritables essais sur modèles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça sera une composante importante de la recherche clinique de demain. On n'en a pas parlé du tout aujourd'hui. Ça vaudrait le coup de faire une séance, rien que là-dessus, je pense, à l'avenir. Voilà. Merci pour cette invitation et cette ouverture. On va du coup donner la parole dans quelques instants à M. Guy Le Gall, président du comité Rhône de la Ligue contre le cancer, qui va jouer finalement le jeu de grand témoin de cet après-midi. Merci messieurs.
Et peut-être 3 questions, et comme ça je laisserai vraiment Monsieur Le Gall terminer et je ne reprendrai pas le micro, de bilan très rapide à l'oral en levant la main. C'est-à-dire que si vous êtes complètement d'accord avec ce que je dis, vous levez la main très haut, plutôt d'accord et pas d'accord du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Grosso modo, cet après-midi a répondu à votre attente. Complètement d'accord, moyennement d'accord, peu d'accord. Est-ce que tout le monde peut jouer le jeu sur ce bilan ? Je vous fais lever la main 4 fois en tout. Alors j'ai l'impression que ça a pas mal répondu aux attentes, plutôt fourchette haute. Deuxième question, vous avez été une à plusieurs fois surpris sur le fond, sur les choses qui ont été abordées dans l'après-midi. Complètement d'accord, moyennement d'accord, pas trop d'accord. Ok. On a donc un tiers de personnes qui ont eu de la surprise. Question aussi, est-ce que vous repartez avec un nouveau regard sur ces thématiques ? Complètement oui, plutôt oui, non, ça n'a pas fait évoluer mon regard sur ces thématiques. Alors l'évolution sur les thématiques, il y a pas mal de mains qui se lèvent, complètement ou à moitié. Donc les regards ont apparemment évolué. Sur la forme de cette animation, l'idée d'être sur plusieurs personnes qui parlent, des interactions, des post-it, des choses comme ça, est-ce que ça vous convient ? Complètement, moyennement, pas du tout. N'hésitez pas à dire que ça ne vous convient pas, on n'a pas de souci là-dessus. Une grande majorité plutôt convaincue, voire complètement convaincue. Et puis, peut-être une dernière question. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens cet après-midi, globalement, et que vous aimeriez reparticiper à un événement l'année prochaine ? Complètement oui, plutôt pas du tout. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde quasiment lève la main très haut. Donc merci pour ça, ça a l'air d'être une réussite globalement. Et je vous remercie, je lâche le micro définitivement pour aujourd'hui et le donne à Monsieur Guy Le Gall pour la clôture de cette journée. Merci à toutes et à tous. Voilà, c'est redoutable d'avoir à clôturer une réunion comme celle-ci qui est excessivement riche et que vous avez approuvé déjà, donc j'espérais vous le faire faire tout à l'heure, mais bon, voilà. Moi, je voudrais évoquer quelques points, d'abord quelques points que j'ai retenus de cet après-midi, et puis évoquer aussi certains points qui n'ont pas été abordés, justement pour vous donner l'envie de revenir l'année prochaine, et que finalement ce soit des sujets qui puissent... on n'a pas épuisé le sujet dans l'après-midi. Ce que j'ai retenu, la première chose que j'ai retenue, c'est la notion de langage commun. À faire parler ensemble et à mettre ensemble les chercheurs et les patients, on a besoin d'un langage commun. C'est quelque chose qui est encore à trouver, je pense. On n'a pas encore le langage commun. C'est un des points que je retiens là-dessus. Ce que je retiens sur l'expérimentation animale, c'est que je l'ignorais. Elle était excessivement encadrée. Et c'est une bonne chose, je n'en doute pas. Par contre, il a été dit qu'il faudrait plus de transparence sur le fonctionnement des laboratoires. Mais alors pourquoi on ne le fait pas ? On pourrait en parler. C'est quelque chose qui interroge beaucoup l'expérimentation animale. Et quand on a maintenant des associations qui fonctionnent essentiellement sur ce qui se passe dans les abattoirs, on peut imaginer que ce qui se passe dans les laboratoires mériterait d'être mieux connu. Je retiens aussi qu'on a parlé de consentement éclairé. C'est quelque chose qui est complètement difficile. Et pour avoir participé à un comité d'éthique ici à Lyon, la question de l'information du patient est un sujet qui revient à chaque fois. On est obligé de revoir les fiches qui sont préparées parce qu'elles sont préparées, ça a été dit par des juristes, et elles ne sont pas adaptées à la compréhension du patient. J'ai retenu aussi qu'on a parlé des inégalités en santé. Moi, j'ai retenu la difficulté des campagnes, campagnes sur la prévention, campagnes sur le dépistage, qui finalement ne touchent pas la majorité des personnes qui sont les plus concernées par à la fois ces campagnes sur le dépistage et sur la prévention. Bien sûr, il y a les ateliers santé-ville, ça a été évoqué, c'est quelque chose d'important et ça mériterait d'être un petit peu plus connu et en tout cas de se développer dans d'autres communes parce que clairement, les gens qui se font dépister
ne sont pas ceux qui sont les plus exposés et ceux qui font de la prévention ne sont pas concernés, ceux qui ne font pas de la prévention, pardon, ne sont pas majoritairement concernés par les campagnes. Sur les essais cliniques, il a été évoqué la question de la réglementation. Est-ce que la réglementation, finalement, est un frein à la recherche ? Il a été dit non. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que sur un certain nombre de points, la réglementation bloque la recherche. Et le sujet qui est aujourd'hui d'actualité et qui prête à une réflexion et nécessite une réflexion, c'est la recherche sur l'embryon qui aujourd'hui est bloquée par les autorisations. Et on sait bien que la réglementation n'est pas la même dans tous les pays, et notamment en France, elle est relativement contraignante. On vient d'évoquer les essais cliniques également. Dans les essais de phase 4, c'est-à-dire ceux qui sont faits après la commercialisation du produit, on n'a pas évoqué la notion de lanceur d'alerte, alors que fréquemment, les lanceurs d'alerte sont des patients également. Ce ne sont pas toujours, en tout cas, des professionnels de santé, même si dans l'affaire du Mediator, c'est un professionnel de santé qui a déclenché les choses. Et puis, vous avez évoqué juste à l'instant la question des patients experts. J'avais imaginé d'en parler un petit peu, parce que c'est quelque chose qu'il nous faut développer dans notre système. Vous avez bien fait de l'évoquer. Effectivement, il y a des projets, il y a un diplôme universitaire qui est organisé à Paris, il y a un diplôme aussi à Grenoble. Moi, je souhaiterais qu'on développe la notion de patient expert sur Lyon, parce qu'il y aurait la matière, parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées, parce que nous, à la Ligue, nous avons des patients. Alors, on ne les appelle pas patients experts parce qu'ils n'ont pas suivi le cursus de formation d'un patient expert. Nous les appelons des patients témoins. Mais aujourd'hui, ces patients témoins, ce sont des personnes qui ont fait l'expérience de la maladie et qui sont prêts à témoigner de leur expérience de la maladie de façon positive. Dans les quelques fois où nous les avons fait intervenir, nous sommes frappés par le fait que leur message est positif, c'est-à-dire qu'ils ont vécu une expérience et finalement ils considèrent que cette expérience a été positive dans leur vie, dans leur organisation et dans leur manière de vivre aujourd'hui. Donc la notion de patient témoin et de patient expert mériterait d'être développée, notamment sur la question vous l'avez dit monsieur, sur la question de la qualité de vie. La qualité de vie, ce n'est pas un médecin qui l'apprécie, c'est un patient. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais dire qu'on a besoin dans la recherche aussi de développer de la recherche en sciences humaines et sociales pour faire avancer notamment ces notions que j'ai évoquées sur la prévention et sur le dépistage. Le cancer est un problème de société. 40% des cancers pourraient être évités aujourd'hui. C'est donc bien un problème de société. On n'a pas évoqué non plus la question des lobbies industriels. Et ces lobbies industriels sont excessivement puissants. Ce sont des obstacles excessivement puissants à l'amélioration de la santé de la population. C'est quelque chose sur quoi on aurait à débattre. Voilà, je crois que à la Ligue, nous travaillons avec les chercheurs, nous travaillons bien sûr avec les patients. Nous sommes des passeurs entre le financement de la recherche, puisque nous finançons beaucoup de recherche, mais nous voudrions être des passeurs aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'information que les patients possèdent et qu'ils voudraient faire partager à la fois par les patients, par les professionnels de santé et par les chercheurs. Merci de votre attention et de votre indulgence de m'avoir écouté. Je dois donner la parole à Violette Paquier pour présenter le projet Vénus à la fin de mon intervention. Voilà. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Je serais incapable de parler de ça. Merci à vous. Alors, je vais juste prendre 2 petites minutes la parole pour vous inviter donc ensuite à découvrir l'exposition qui se trouve dans le hall où on va prendre un petit pot après
cette longue après-midi. C'est l'exposition de plusieurs toiles d'un projet qui s'appelle le projet Vénus, et en fait qui vient parfaitement, on va dire, illustrer le chapitre qui était sur la prévention et les inégalités. Donc c'est un projet qu'on met en place depuis 8 ans maintenant sur la métropole de Lyon, qui consiste en fait à la customisation de photographies imprimées sur toile. Et ces photos sont customisées à la fois par des artistes professionnels, mais surtout par des femmes qui résident dans les quartiers prioritaires de Lyon et Villeurbanne, où on va vraiment au plus près de ces femmes pour les informer de la prévention et l'information à la prévention du cancer du sein. Donc c'est vraiment des ateliers de création qui sont un prétexte vraiment pour aller au plus près de ces femmes qui n'ont pas forcément on va dire l'oreille à la prévention habituelle qui se fait à très grande échelle, et que là justement on va presque faire du cas par cas pour aller voir ces femmes et les informer. Donc vous avez quelques toiles qui sont exposées dans le hall. En tout, ce sont 110 toiles qui sont réalisées, et ces 110 toiles sont toutes vendues aux enchères le 15 décembre à l'hôtel de ville de Lyon, et on reverse une part des bénéfices de la vente à l'association Europa Donna. Donc vous avez pu entendre parler tout à l'heure dans le couloir. Vous avez tous chacun dans votre petit fascicule qui vous a été remis une invitation pour participer à cette vente aux enchères. Je vous indique juste que si vous souhaitez y participer, il faut absolument m'envoyer un mail pour vous inscrire, sinon vous ne pourrez pas franchir les grilles de l'hôtel de ville. Voilà, je vous remercie, et merci à vous en tout cas.